L'histoire nous a toujours donné à observer certains hommes d'État émerger, s'épanouir dans une grandiloquente médiocrité, et disparaître en laissant le chaos derrière eux. Mobutu Sese Seko, Félix Houphouët-Boigny. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et malheureusement l'histoire n'accomplit pas toujours ce rôle de conseil aux hommes du futur. Bien au contraire, certains s'évertuent à battre à plate couture les satrapes d'avant dans leurs dérives, Alassane Dramane Ouattara corrobore. Les médias se sont intéressés à l'homme à partir de sa nomination par l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, au poste de Premier ministre de la Côte d'Ivoire le 7 novembre 1990. Il imposa à la RCI la doxa du FMI dont il est un pur produit, tout pour le privé, rien pour le service public. D'origine voltaïque, il eut le bon goût d'instaurer le système des cartes de séjour en Côte d'Ivoire pour d'autres Africains rappelant le précédent de Michel Poniatowski qui mit en place la même carte en France sous le régime de Valéry Giscard d'Estaing, 1974 à 1981, alors que lui-même est d'ascendance polonaise. Le tournant de sa carrière s'opère par sa rencontre avec la femme chargée, entre autres, de la gestion du patrimoine immobilier de Félix Houphouët-Boigny, Dominique Nouvian-Folleroux devenue Dominique Ouattara en 1991. La fortune de la dame est à la mesure de son ambition et celle de son époux pour s'emparer du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le journal français Capital parlait ainsi d'elle le 26 mai 2011. Qu'on ne s'y trompe pas, Dominique Ouattara n'a pas l'intention d'en finir avec le business, juste de faire un peu de ménage dans ses multiples intérêts professionnels. Cette Française de 57 ans, qui déjeune régulièrement au Plaza Athénée, à Paris, entend notamment continuer à superviser son groupe d'agences immobilières AICI International, qui emploie plus de 250 personnes à Paris, Cannes, Abidjan, Libreville et Ouagadougou. Et conserver la tête de son cabinet Malherbe Gestion, qui assure la gestion de 250 immeubles parisiens. Elle a su faire fructifier depuis longtemps son vaste réseau de relations, assure Jean-François Probst, ancien collaborateur de Jacques Chirac et conseiller de plusieurs chefs d'État africains. Tous les ressorts diaboliques ont été mis à profit pour propulser l'homme. L'aval des institutions de Bretton Woods que sont la Banque mondiale et le FMI pour déstabiliser le pays et favoriser l'arrivée de Alassane Ouattara. La spéculation sur le cacao passant par l'achat de tout le stock du pays par la firme Armagero à quelques semaines du début qui provoqua la flambée du prix de l'or brun à la veille de la guerre civile en 2002. Curieusement le représentant de Armagero en Côte d'Ivoire était le beau-fils de Dominique Ouattara, Loïc Folleroux. Un délit d'initié bien curieux, certains savaient que la guerre allait éclater. Qui ? Des milliers de morts. De ce mois de septembre 2002 à 2010, le pays est devenu une zone de non-droit contrôlée par les Kepaorébé, Diandé-Régé, Bassolédé et leurs mentors à Paris, Washington. La France-Afrique était à la manœuvre à travers Blaise Compaoré qui avait fait du Burkina Faso la base arrière des nordistes affiliés à Alassane Ouattara. Après son implication au massacre et trafic de diamants au Libéria et en Sierra Leone, Blaise Compaoré était devenu exportateur de cacao et financier, en partie, des actes de guerre contre les populations ivoiriennes. En réalité, il s'agissait d'une nouvelle forme de mercenariat impliquant des États souverains, France N, Sarkozy Burkina Faso, B, Compaoré, contre un autre, la Côte d'Ivoire, L, K, Gbagbo. Des milliers de morts avaient été attribués aux éléments du FPI de Laurent Gbagbo alors que le camp de Ouattara en était responsable et les médias mainstream ont rempli leur contrat de désinformation et de manipulation de l'opinion en désignant systématiquement le camp Gbagbo responsable de toutes les ignominies. Alassane Ouattara est devenu loi blanche et Laurent Gbagbo traînait devant la CPI après son humiliation planifiée devant les caméras le jour de son arrestation par les forces françaises le 11 avril 2011. De fait, Alassane Dramane Ouattara a inauguré une nouvelle forme de mercenariat commandité par Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies et son représentant spécial en Côte d'Ivoire, Young Jin Choi, le président Nicolas Sarkozy avec la bénédiction de Barack Obama. Ce mercenariat se traduit par la prise en otage de la Côte d'Ivoire avec l'ouverture de ses ressources aux vautours dans un premier temps. En second lieu, il s'agit d'utiliser cette base arrière pour soumettre les pays récalcitrants à l'ordre établi par les puissances occidentales depuis des lustres en Afrique qui doit rester le réservoir des ressources stratégiques. Afin que cela demeure, il importe d'empêcher tout développement permettant au pays de jouer un rôle majeur. Dans ces jeux troubles, Alassane Dramane Ouattara est le garde-chiourme de ses maîtres, le chien méchant et son comparse Blaise Compaoré qui vient de reprendre les rênes au Burkina Faso avec son dévoué Damiba et le monstre froid. Ils sont les petites mains des criminels globaux tapis hors d'Afrique. Le calcul est complexe. L'enjeu dépasse le cadre de la sous-région et l'entendement des Africains habitués aux politiques à court et moyen terme. Alassane Dramane Ouattara est le nouveau sous-fifre,
l'idiot utile, selon la terminologie d'Emmanuel Macron pour qualifier Alexandre Benalla. Il joue à merveille sa partition de sous-préfet. Mais il est petit face au plan dansant le machiavélique. Les États-Unis vivant dans la peur panique de perdre la prééminence économique mondiale au profit de la Chine, cherchent à fédérer tous les seconds couteaux d'Occident autour d'eux pour casser l'élan des pays émergents en général, BRIC, et la Chine en particulier. Tel est leur objectif principal. Faire main basse sur les ressources africaines et les dérober aux Chinois reste donc une priorité intermédiaire. À ce niveau, pour l'usurpation des ressources stratégiques d'Afrique, il y a concordance entre les USA et l'UE. Cependant l'Europe et les USA n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Mais un mixte du soft power et du hard power états-unien à travers l'OTAN en impose à tous en Occident. Notre monde est l'objet des jeux d'intérêt et tous les conflits s'expliquent par ce prisme. Les rivalités commerciales entre l'Allemagne de Guillaume II, puissance montante au début du XIXe siècle d'une part, et l'Angleterre et la France, puissance coloniale, d'autre part constituent la cause déterminante et lointaine de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale était programmée par les conditions de la paix imposées à l'issue de la Première. Alors, notre Alassane Dramane Ouattara ignore qu'il est utilisé dans un jeu d'ensemble et que, si son aura pâli en Côte d'Ivoire, il sera jeté au rébus de l'humanité par ceux-là même qui en ont fait leur porte-flingue d'un moment. Tel le Mike Tyson de la France-Afrique, il se déchaîne contre le peuple du Mali qui soutient ses autorités à travers la CEDEAO. Cela ne suffisant pas à abattre le Mali, il envoie des mercenaires de son acabit pour en rajouter aux souffrances du peuple malien. Pour qui connaît l'ampleur des atrocités perpétrées sur les Ivoiriens par Alassane Dramane Ouattara et sa soldatesque de 2002 à nos jours, le scénario qu'il essaie de propager au Mali est dans l'ordre des choses. Comment sont-ils traités? Seront-ils libérés? À quelle date? Le Togo arrivera-t-il à faire entendre raison à Assimi Goïta et ses camarades en vue de la libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022? Un politologue répond à cette info. Bamako les traite de mercenaires alors que le président Alassane Ouattara nie toute tentative de déstabilisation d'un pays voisin. Pourtant, la situation reste inchangée. La médiation conduite par le Togo se poursuit, mais dans le silence total. Pendant ce temps, une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur près le tribunal de Bamako contre les soldats ivoiriens. Ces derniers connaîtront leur sort d'ici quelques jours. Selon Jean-Paul Kipré, un professeur d'université et spécialiste des questions sécuritaires, les autorités maliennes veulent négocier la libération de ces soldats au prix fort. Ce qui est plus important pour Assimi Goïta et ses camarades, c'est de détenir les militaires ivoiriens, de les inculper afin de négocier au prix fort. Le fond du problème est que c'est un régime militaire et les militaires maliens veulent prendre la place des Ivoiriens et facturer leurs services au prix fort. Les politiques maliens s'inscrivent dans la pure logique populiste et donc opportuniste et pragmatique et s'essaient à la manipulation des consciences vers l'illusion de l'éternel complot international contre le Mali de Soundiata, assure l'universitaire. Selon la MINUSMA, la mission onusienne au Mali qui a livré un communiqué sur les contingents NSE, certaines procédures n'ont pas été respectées, dans le cas des soldats ivoiriens. Une information sur laquelle les autorités maliennes pourraient s'appuyer pour faire pencher la balance des négociations de leur côté. Tout va dépendre des enjeux qui vont engendrer les objectifs que les Maliens vont s'assigner. Le contexte est très délétère et même sensible. Les objectifs sont la libération des soldats et leur remplacement sur ce marché que le Mali guette. Ou alors les Maliens en veulent au gouvernement ivoirien et à leur chef. Les Maliens ne confondent-ils pas la CEDEAO et la Côte d'Ivoire? Rassurez-vous, les militaires seront libérés d'autant plus que les Togolais sont déterminés et motivés car il y va aussi de leur relation avec la Côte d'Ivoire qui est en jeu, assure Jean-Paul Kipré. Pour l'heure, aucune information. Selon plusieurs sources, les soldats ivoiriens sont bien traités. Mais leurs familles respectives attendent toujours leur retour dans l'angoisse. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.